grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Chers auditeurs, chers téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, bonsoir et bienvenue à votre émission de débat Le Grand Dialogue. Aujourd'hui, le plateau est délocalisé au sein de l'école de maintien de la paix à Lune Blondin Bay pour cause des experts sur les questions sécuritaires, développement et relations internationales du Burkina Faso, du Niger et du Mali sont réunis à Bamako pour réfléchir et proposer une meilleure compréhension des défis, des enjeux et des perspectives d'une coopération internationale plus favorable aux États du Sahel. Quels sont les principaux défis auxquels la coopération internationale fait face dans la région du Sahel? Et pour en parler, nous avons trois invités, tous des panélistes. Hamidou Boubacar, directeur du département relèvement et stabilisation de la Haute Autorité à la consolidation de la paix du Niger, en abrégé HACP. Général Aimé Barthélémy Sempori, directeur général du Centre national d'études stratégiques du Burkina Faso, et Kanisson Koulibaly, directeur de la coopération multilatérale. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Déjà une première question, tour de table. Quelle impression générale sur ce séminaire international? Je commencerai par le général Aimé Sempori. Merci madame et surtout merci de nous inviter à ce grand dialogue. C'est un honneur, c'est aussi un plaisir de pouvoir échanger et partager avec vous nos réflexions. Nous nous sentons chez nous ici au Mali et je pense que c'est l'occasion effectivement de faire prévaloir la convergence de vues sur ces différents thèmes qui nous intéressent au plus haut point. Il faut dire que le thème est d'une pertinence absolue. Au regard donc du contexte, on voit bien que depuis les 2 dernières décennies, le Sahel est confronté déjà à une insécurité endémique. Et sur la dernière décennie, cela s'est aggravé avec comme conséquence des bouleversements politiques et aussi comme réaction à ces différents bouleversements, la création de l'Alliance des États du Sahel qui a été transformée en confédération, la sortie de la CEDEAO. Et voilà, donc tout cela a entraîné donc des bouleversements qui impactent la coopération régionale et internationale. Et donc ce séminaire est tout à fait pertinent. Et il faut donc féliciter l'École de maintien de la paix pour l'initiative prise d'organiser ce séminaire qui a réuni un monde pluridisciplinaire composé de chercheurs, de diplomates, de personnalités politiques, de praticiens, d'étudiants, etc. Alors, on a eu droit déjà à une conférence inaugurale de haut vol, délivrée par son Excellence M. Abdoulaye Diop, qui a présenté les mutations et aussi toutes les exigences liées à ces nouvelles dynamiques en termes d'approche, changement de paradigme, de posture et pour une coopération plus équilibrée entre les États. Et on a eu aussi droit à des panels de très haut vol qui ont présenté tout ce qu'il y a comme mutation et tout ce qu'il y a aussi comme nouvelles dynamiques à développer et les approches pour tirer profit de ces dynamiques en cours. Et donc je repars avec un sentiment de satisfaction d'avoir pris part à un forum où effectivement on a pu donner et recevoir. Et il faut dire que ce sont des choses qu'il faut multiplier dans un contexte où on a effectivement besoin de réfléchir sur notre devenir. Merci. Hamidou Boubacar, vous êtes panéliste venu du Niger. Quelle est votre impression, même question, votre impression sur la tenue de cette rencontre-là à Bamako? Merci beaucoup, Madame Maïga. Pour rejoindre un peu ce que le général a dit, en fait, je dis que j'ai été agréablement surpris de l'initiative et du niveau d'excellence de l'école de maintien de la paix. Moi, c'est la première fois que je viens au niveau de cette institution et j'ai été agréablement surpris. D'autant plus que la thématique sur laquelle
les experts ont réfléchi m'a permis de comprendre ce que le Sahel a d'une façon générale et surtout l'AES, les autorités de l'AES peuvent capturer l'opportunité qu'offre l'initiative d'organiser ce séminaire international. Je mesure mes mots, mais je pense que vraiment il faut, moi je dis chapeau à l'école de maintien de la paix Ali Blende du Mali, qui à travers cet acte, moi je pense qu'il va jouer un rôle déterminant dans la réussite de la construction de la confédération des États du Sahel. Vraiment, merci pour les responsables de l'EMP. Merci beaucoup, M. Hamidou Boubacar, pour vos mots d'introduction. Je me tourne vers Kanisson Koulibaly, directeur de la coopération multilatérale. Quelle est votre impression sur le déroulé des travaux au sein de l'école de maintien de la paix à Blondin-Bay? Merci beaucoup, madame. Le général vient de le dire et mon frère du Niger aussi la même chose. Je dois dire que j'ai une impression positive parce que je trouve que le thème est pertinent pour nous aujourd'hui. Ça a été 3 jours de débat assez fructueux. Je dirais que c'était des thématiques assez instructives de par la qualité des intervenants, de par la qualité de leur contribution et de par l'articulation qui a été faite par l'école de maintien de la paix sur le thème. Donc ça nous a permis, je peux le dire très franchement, d'aborder les questions fondamentales qui nous préoccupent aujourd'hui, les défis, les enjeux, les perspectives, les solutions, les recommandations. Donc c'est pour vous dire que je suis d'avis avec mes frères. Ça a été une expérience fabuleuse et je pense que ce séminaire, si ça n'avait pas été fait, on devait à tout prix l'organiser. Je vous remercie. Alors, M. Koulibaly, gardez le micro. Vous venez de parler, les défis sont perplexes, les défis sont nombreux par rapport au Sahel. Alors, sur le plan sécuritaire, quels peuvent être les défis du Sahel au niveau de la coopération internationale sur le volet sécuritaire? Merci beaucoup, Mme Maïga. C'est vrai, la situation dans laquelle le Sahel se trouve aujourd'hui, le défi fondamental pour nous, c'est comment stabiliser nos pays. C'est comment restaurer la paix et la sécurité au profit de nos populations. Donc, toutes les initiatives allant dans ce sens doivent être encouragées. Heureusement, les autorités des 3 pays de l'ALS ont bien compris cela et des actions vigoureuses ont été entreprises pour vraiment promouvoir une coopération forte, d'abord entre nous et avec le reste du monde. Et cette coopération doit être basée, je dirais même repensée conformément aux intérêts des 3 pays, conformément aux intérêts des pays du Sahel et conformément aussi aux attentes des populations qui en ont beaucoup souffert. Donc c'est pour vous dire que le défi principal aujourd'hui, c'est comment lutter efficacement contre les groupes armés terroristes qui, comme nous le savons, ont été boutés de certains pays et se retrouvent aujourd'hui dans l'arène sahélienne. Merci. Boubacar Hamidou, la même question, mais cette fois-ci sur le volet économique. Quels peuvent être les défis aujourd'hui de la coopération internationale des États du Sahel au niveau économique? Merci beaucoup, Madame Maïga. En fait, le directeur l'a un peu effleuré dans l'entame de son introduction. En fait, le défi principal pour les pays du Sahel de façon générale est comment stabiliser, assurer un relèvement précoce des communautés qui ont été beaucoup impactées par l'insécurité, la situation d'insécurité, et qui déjà vivaient des facteurs de fragilité liés au changement, aux effets des changements et adaptation au changement climatique. En tout cas pour moi, le défi principal, comment faire en sorte que
notre espace sorte rapidement et qu'on développe rapidement des programmes pour stabiliser l'espace du Sahel central en général. Et certainement aussi ne pas perdre de vue que la stabilisation du Sahel central passe par la stabilisation des 3 pays membres de la Confédération AES. C'est vraiment c'est le grand défi. Tant que nous n'arrivons pas à assurer cette stabilité, moi je pense que les efforts vont être déployés, mais on n'aura pas les résultats escomptés. Mais on sait également que les 3 pays dont on a fait mention, les pays de l'AES, Mali, Niger, Burkina également, sur le plan économique, détiennent également des richesses. Est-ce que ces 3 pays coopèrent dans ce sens-là également? Ah, bien sûr, madame. Je disais hier, je suis revenu il y a 2 semaines, nous étions, les experts des 3 pays étaient à Bobo-Dioulasso pour voir comment élaborer un plan opérationnel d'action pour la stabilisation du Liptako-Gourma. Et lors de cet atelier qui avait regroupé les experts, environ 70, au-delà de 70 experts des 3 pays, la nécessité a été admise qu'il faudrait forcément élargir le champ d'intervention de l'autorité du Liptako-Gourma pour une mise en œuvre rapide du programme de stabilisation et qui concerne principalement les 3 pays. Moi, je pense que nous avons posé les jalons, les actions prioritaires ont été identifiées. Maintenant, le processus va se poursuivre. D'ici la fin de l'année, nous aurions un plan d'action qu'on va soumettre à l'appréciation des plus hautes autorités des pays de l'AES. Général Aimé Barthélémy Sempouri, sur le plan social et environnemental, quels peuvent être aujourd'hui les défis de la coopération internationale face à la région du Sahel? Alors, il faut déjà partir de ce qu'ont dit mes 2 collègues sur les priorités actuelles de cet espace, c'est la stabilité. Sans stabilité, sans donc un espace apaisé, il est difficile de mettre en œuvre des programmes de développement, des programmes sociaux, des programmes environnementaux, parce que c'est l'insécurité, justement, qui dégrade ces différents facteurs sociaux, facteurs environnementaux, etc. Et donc, le véritable défi, vous savez que sur le plan international, il y a des problèmes communs. L'environnement est un des problèmes communs, où il y a donc des concertations au niveau international pour gérer ce qu'on qualifie donc de changement climatique, mais aussi de défis environnementaux de plus en plus rudes pour nos populations. Donc déjà à ce niveau, je pense que de se mettre ensemble dans le cadre de l'AES permettait donc de peser certainement, d'avoir une plus grande force pour peser donc dans les négociations au plan international. Mais il faut dire aussi que en lien avec l'insécurité, le social est très impacté. Et c'est ce qu'a dit tout à l'heure celui qui m'a précédé, pour dire qu'effectivement les populations souffrent de l'insécurité parce qu'il y a une précarité qui s'est installée, non seulement pour les personnes déplacées, et même les personnes résidentes aussi sont impactées puisque les déplacés viennent. Et donc un des plus gros défis liés à ce contexte serait donc d'apporter un espace social satisfaisant pour les populations. Et pour le faire, c'est d'abord de la coopération entre nous, mais aussi c'est des approches intégrées entre ces 3 pays en direction de tous les partenaires pour pouvoir tirer les opportunités au plan mondial, parce que l'ONU aussi développe des programmes liés justement au développement. Et donc il va falloir faire que nous ayons des approches concertées, harmonisées, pour tirer profit donc de tout ce qu'il y a comme initiative au plan mondial pour développer notre contexte environnemental et social. Allez-y si vous voulez compléter un peu ce qu'il vient de dire. En tout cas, du point de vue social, moi, le général a bien cerné la question, mais moi je pense aussi que en plus de l'appui qu'on pourrait avoir de l'extérieur, moi je pense que la nécessité pour nous de reconstruire le tissu social qui a été fortement impacté par la situation d'insécurité passe par
les mécanismes endogènes de médiation, de prévention, d'anticipation des conflits. C'est ça moi je pense que c'est le complément c'est un axe sur lequel il faut travailler. C'est-à-dire nous avons déjà en nous des valeurs socio-culturelles positives. Il faut les mettre en avant pour reconstruire le tissu social largement impacté par la situation d'insécurité. Merci, madame. Mon général, je me retourne vers vous. Sur la coordination des efforts internationaux, vous savez que la fragmentation des initiatives internationales est souvent citée comme un obstacle. Comment, à votre avis, pourrait-on mieux coordonner les interventions internationales dans le Sahel? Alors, vous pointez du doigt un véritable problème qui a vraiment déstabilisé nos pays. C'est la multiplicité des initiatives. Et pendant longtemps, nous étions dans une posture non seulement de pays assistés, et surtout de pays très permissifs. Ça veut dire que les gens viennent, parfois, ils conçoivent des programmes loin dans des bureaux, et ils viennent les mettre en œuvre sans des approches de concertation avec les populations locales. Donc la coordination est nécessaire, mais elle ne peut être possible que lorsqu'il y a déjà une maîtrise de la gestion territoriale, de la gestion de la gouvernance, souveraine, de faire en sorte que les interventions ne se fassent pas de manière isolée et sans égard pour tout ce qu'il y a comme mesures ou dispositifs internes dans les États. Et donc, moi, je crois que c'est la première étape et nous l'avons, je pense, déjà franchie à travers donc cette nouvelle dynamique de souveraineté qui a permis donc de clarifier un peu le jeu des acteurs. Ça, c'est le premier défi. Mais toutes les interventions ne peuvent être vraiment efficaces que si, déjà au niveau de l'AES, que nous ayons donc des plateformes de concertation. Donc, les 3 chantiers qui sont définis à travers la Confédération, de diplomatie, développement et défense, je pense, sont des cadres appropriés d'harmonisation de nos politiques, de nos approches, ce qui permettrait de faire converger toutes les initiatives internationales en conformité avec les cadres que nous avons mis en place. Et je pense qu'on est sur la bonne voie pour y arriver, mais il va nécessiter, comme l'a dit d'ailleurs le ministre Diop, qu'il y ait un changement de posture de nos partenaires internationaux pour comprendre notre besoin donc d'affirmation de notre souveraineté, notre besoin de ne plus être des assistés, mais des partenaires. Et ça, c'est très important. Et comment arriver aujourd'hui à ne plus être des assistés, être des partenaires? Et c'est ça le plus difficile, mon général. Vous avez parfaitement raison. Mais cela commence par nous-mêmes. C'est déjà avoir confiance en nous, comme l'a dit le ministre Diop, avoir confiance en nous-mêmes, ne plus avoir ce complexe d'infériorité. Mais ce n'est pas chose aisée parce que effectivement, les rapports de force parfois entraînent certains pays à vouloir imposer leur vue. Et il nous appartient donc, c'est pour cela que l'AES permet d'avoir plus de force à nous mettre ensemble pour faire prévaloir nos points de vue. Kenison Koulibaly, dans quelle mesure les acteurs locaux, c'est-à-dire le gouvernement, les communautés, les ONG, sont-ils impliqués dans les décisions de la mise en œuvre de tout ce qui est projet au niveau des projets internationaux au niveau du Sahel? Merci beaucoup, Madame Maïga. Et je voudrais répondre à ce qui vient d'être dit par mon frère du Burkina. Pour juste le compléter, c'est que nous avons besoin d'aujourd'hui, comme l'a dit le ministre Diop, d'une appropriation des initiatives. Que cette appropriation soit nationale ou régionale, mais il est de plus en plus impératif que les pays du Sahel eux-mêmes soient les leaders de toutes les initiatives. C'est-à-dire que nous devons assumer une forme de leadership par rapport à tous les processus qui concernent la stabilisation, le développement et tout ce qui s'en vient pour nos pays. On ne doit plus laisser l'initiative aux autres. Voilà. Le général l'a dit. Et heureusement, aujourd'hui, nous avons des élites décomplexées. Et c'est ça aussi qui a manqué un moment. En réalité, les pays n'ont pas
d'amis. Les pays ont des intérêts. Et pendant longtemps, peut-être beaucoup de choses étaient bâties autour de l'émotion. Aujourd'hui, comme vous l'avez posé comme question, il est temps d'impliquer l'ensemble des acteurs, y compris les jeunes, y compris la société civile, y compris tous les autres acteurs. Parce que c'est ensemble que nous pouvons faire émerger nos pays. Et même en regardant les systèmes internationaux, de plus en plus, les Nations Unies, comme j'étais aux Nations Unies à un moment, font tout pour que la jeunesse, la société civile et même le secteur privé, que toutes ces composantes puissent jouer leur partition dans le cadre de la restauration de la paix, dans le cadre du développement. Donc c'est vraiment essentiel pour nous de considérer que c'est des acteurs vitaux pour la dynamique qui est en cours afin de renforcer davantage les initiatives qui sont prises. Merci. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, cette émission de débat se passe hors studio. Nous sommes au sein de l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembe, en marge de la rencontre d'un séminaire international qui réunit le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Une rencontre financée par la République fédérale d'Allemagne. Monsieur Kanisson Koulibaly, je vous prends au mot. Certes, nos élites sont décomplexées, mais l'autre grand défi également des États de l'AES aujourd'hui, c'est de coopérer également avec les autres pays de l'espace du Sahel. Merci beaucoup, madame. Oui, les pays de l'AES sont dans une phase de mutualisation des efforts pour restaurer la paix. Heureusement que cette politique donne des résultats concrets sur le terrain. Jusqu'ici, avec tout ce qu'on avait, on n'avait pas réussi à le faire. Quand vous voyez, pour prendre juste l'exemple du Mali, il y avait des milliers de personnels de la MINUSMA, d'autres forces ici, mais pendant peut-être une dizaine d'années, on n'a pas réussi à faire ce que nos trois pays viennent de réaliser dans un laps de temps. Donc, c'est vous dire que c'est ensemble, et le général l'a dit, il a cité le ministre, il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Nous devons être ensemble, éviter la dispersion. Et c'est ensemble que nous pouvons favoriser cette stratégie qui consiste à relever les défis communs. Voilà, c'est ensemble qu'on peut le faire. Merci. Hamidou Boubacar, quel rôle jouent les organisations régionales et sous-régionales dans le soutien de cette coopération internationale? Merci, Madame Maïga. Mais peut-être que vous allez me permettre de compléter un peu ce que mes prédécesseurs ont dit en lien avec la précédente question. En fait, moi, je pense que la dynamique actuelle, les orientations puisque je rappelle quand même qu'au niveau des trois pays, il y a des comités nationaux AES qui ont des responsables qui sont en train de piloter beaucoup de choses. Il y a eu des rencontres entre les sectorielles pour les trois pays. Donc, moi, je pense que certainement, je ne suis pas dans le secret des autorités, mais je pense que pour aller vers une coopération bénéfique là, pour les pays de l'AES, certainement il faut une orientation claire. Une orientation claire qui va travailler sur des axes prioritaires que les autorités vont décliner. Moi, je pense que ce travail-là est en construction. Et là, mais avant, il faudrait faire l'état de lieu déjà. Parce que ça aussi, c'est une étape cruciale. Il faut faire l'état de lieu de la coopération internationale au niveau du Sahel et plus spécifiquement des pays de l'AES pour comprendre, pour faire la cartographie des acteurs et voir les rôles qu'ils peuvent jouer. À l'issue de ce diagnostic, déjà, je vois que par exemple, les acteurs nationaux, les acteurs internationaux, l'État va définir les priorités, assurer la coordination et la suivi de toutes les interventions au niveau de l'AES. Les partenaires techniques vont faire ce qu'on appelle l'appui aux orientations définies par les États. C'est ça essentiellement leur rôle. Les programmes de stabilisation, ça c'est notre petite expérience.
il faudrait forcément qu'il soit porté par les États bénéficiaires. Les partenaires ne peuvent venir qu'en appui. Et là, dans le schéma qui est en train de se dessiner, certainement il y aura un cadre commun de coopération et développement pour l'AES. Donc, c'est que si les stratégies des partenaires ne cadrent pas avec les priorités définies par les autorités, là, en ce moment, ce qui est sûr, le partenaire ne pourra pas intervenir au niveau des États du Sahel. Moi, je pense que c'est une étape cruciale. Définir un cadre commun de coopération au développement avec des axes prioritaires d'intervention et mettre en place la cartographie qui va permettre de dire voilà, de répartir les responsabilités. En ce moment, je pense que pour me répéter, les partenaires techniques et financiers auront à arrimer leur intervention autour de la vision définie par les chefs d'État. Et en ce moment, on pourra espérer peut-être dans 2 ou 3 ans faire le bilan de leur intervention. Mais il faut nécessairement revoir l'approche. Le général l'a dit, par le passé, on a été un peu trop laxiste. On n'analysait pas les stratégies de nos partenaires. Et ils avaient leur propre stratégie que nous, peut-être qu'on n'avait pas suffisamment le temps et les ressources en compétences nécessaires pour analyser d'abord leur stratégie. Bon, je pense que c'est l'opportunité, comme l'a dit le directeur, l'AES nous donne cette opportunité-là. Merci. Certes, l'AES nous donne cette opportunité, Hamidou Boubacar, mais également l'AES, c'est 3 États au sein du Sahel. Et qu'en est-il aujourd'hui des autres États au sein du Sahel dans cette dynamique-là amorcée par les États de l'AES? Justement, les experts tout au long du séminaire ont planché sur la question. Moi, j'ai retenu par exemple la nécessité de développer une coopération bilatérale. Vous ne pouvez pas, nous par exemple, pour le cas du Niger, on ne peut pas imaginer une stabilisation, un développement, une sécurisation efficace sans collaborer avec le Bénin, sans collaborer avec le Nigeria. Je pense qu'également pour le Mali, sans collaborer avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui sont les autres pays membres de la CEDEAO, par exemple. Donc, comment faire en sorte que, à travers les discussions, le dialogue, qu'on ait des actes de collaboration bilatérale. C'est ça qui est le plus important. On va définir les champs suivant les intérêts des pays de l'AES et maintenant dialoguer. Trouver un terrain d'attente sur la base de nos intérêts. Je pense que ça va être ça le salut, parce qu'aucun pays ne peut évoluer seul comme ça. Ce n'est pas possible. Oui. Merci. Alors, trouver des projets de développement sur la base de nos intérêts, mais l'un des défis également reste le financement de tous ces projets. Comment les partenaires internationaux peuvent-ils garantir des fonds pérennes et suffisants pour des projets de développement et de sécurité au Sahel? Eh bien, madame, je pense qu'il faut partir d'une affirmation qui est que aujourd'hui, le changement de paradigme, c'est de dire qu'il ne faut pas toujours compter sur l'extérieur pour se développer. Il a dit tout à l'heure, nous avons aussi des ressources endogènes. Le ministre hier a dit qu'il est certain que si on organise mieux nos territoires, si on contrôle mieux nos territoires, nous allons accroître nos ressources propres. Et je pense qu'il a parfaitement raison. C'est d'abord comprendre que si nous devons continuer à dépendre de l'aide extérieure, l'aide publique au développement, ça a été dit pendant les panels, l'aide publique n'a pas toujours, non seulement n'était pas suffisante, et son approche n'était pas toujours pertinente. Il y a eu tellement d'argent déversé sur nos pays, avec quels résultats? C'est de dire que c'est vrai que sur la place internationale, il y a des sources de financement. Il y a les banques, il y a des fonds d'investissement, il y a des fonds d'intervention, etc. Mais je pense que le plus important pour nous, c'est d'avoir une bonne perception de nos propres ressources. Je pense que nous pouvons réellement mettre à profit nos potentialités internes. Nous avons des ressources, il faut les développer et ensuite voir ce que la coopération peut nous apporter. Mais je pense que le séminaire a posé le postulat que la coopération elle est indispensable, non seulement pour la sécurité, le développement, mais aussi pour tout ce qu'il y a comme
aide aux populations, mais c'est avant tout partir de nos propres ressources. Si on arrive à maîtriser, à développer nos propres ressources, je pense que l'aide, les fonds dont vous parlez, peuvent venir en appui. Mais on ne doit pas compter sur ça pour nous développer. Il faut compter d'abord sur nos propres ressources. Et je pense que les initiatives prises vont dans ce sens-là. Et c'est le sens de notre salut. Parce que malheureusement, l'aide est toujours conditionnée par des choses qu'on veut imposer. Et donc, malheureusement, ce n'est pas toujours à notre faveur. Général, concrètement, vous l'aviez dit, certes, nous avons des ressources endogènes, des ressources à mettre en valeur, mais comment, par quel mécanisme devrions-nous passer aujourd'hui pour mettre ces ressources-là en valeur? C'est une très bonne question. Ces ressources, vous voyez un peu la dynamique, ces ressources, une grande partie de ces ressources, notamment naturelles, sortent d'ici, vont à l'étranger, on les transforme et on revient nous les vendre. Donc, cela pose quoi comme problématique? C'est les capacités. Donc, les capacités, donc le savoir pour les exploiter. Mais c'est aussi, je dirais, le fait de pouvoir nous-mêmes, je dirais, mettre en place des unités capables donc de les exploiter. Donc, il faut maîtriser le savoir technologique, mais pour les financements, on peut toujours compter sur des investisseurs privés qui peuvent être extérieurs ou intérieurs, mais avec une approche nouvelle. Cette approche nouvelle, c'est quoi? On en a discuté, ne serait-ce que les ressources minières, les nouveaux codes miniers qui sont en train d'être revus dans tous les 3 pays. On fait un changement de paradigme pour dire qu'on impose un certain nombre de contenus locaux qu'il faut donc pouvoir valoriser en termes de personnel sur place à recruter, en termes aussi de retour des royalties vers les populations, donc accroître la part de l'État, que l'État lui-même soit un actionnaire donc dans ces... Voilà donc un changement d'approche. C'est dire que ces ressources, s'il y a vraiment la volonté et des bonnes stratégies, on va les développer avec donc tout ce qu'il y a comme apport technologique que l'on peut donc... le transfert des technologies est une nouvelle dynamique que nous devons développer. Kanisson Koulibaly, comment évaluerez-vous les alliances avec des pays et des organisations impliquées dans la coopération avec le Sahel aujourd'hui? Merci beaucoup, Mme Maïga. Alors, pour rebondir sur le financement de la coopération entre les pays du Sahel et le reste du monde, il a dit, aujourd'hui, de plus en plus, nous devons compter sur nous-mêmes d'abord, avoir confiance en nous-mêmes. Et le reste, c'est un appoint à nos efforts. Ça, il faut que ça soit clair. Tout ce qui arrive de l'extérieur, il faut que ça s'intègre dans le cadre de nos priorités. Ça doit s'aligner sur nos priorités. Et si ce n'est pas le cas, nous devons nous en méfier énormément. Maintenant, les mécanismes internationaux ne sont pas adaptés aux besoins des pays du Sahel. Si on regarde même les organes des Nations Unies, les agences, les fonds, l'exemple clair, c'est les organes des Nations Unies. Le Conseil de sécurité aujourd'hui fonctionne comme en 1946. Donc c'est un conseil qui ne prend pas en compte les dynamiques actuelles au niveau du Sahel. Je parle du Sahel, mais de façon générale, l'Afrique. Parce que jusqu'ici, l'Afrique n'a pas de siège permanent au Conseil de sécurité. L'Afrique a juste 2 sièges non permanents. Donc, c'est une réforme qui est demandée depuis des décennies. Mais ça n'aboutit pas. Donc, il va falloir, pour un continent africain avec ses défis, avec ses crises, qu'on ait au moins quelqu'un qui connaisse mieux ces situations que de les suivre à travers peut-être les médias.
un Nigérien est à même de mieux comprendre les problèmes quand il est au Conseil de sécurité que quelqu'un d'autre qui vient. On n'a rien contre les autres, hein, mais ce qui est sûr, ces institutions, même les institutions financières internationales, doivent être adaptées aux besoins des pays du Sahel. Voilà. Donc, de façon générale, nous allons nous répéter, ça commence par nous-mêmes, par nos propres capacités. Il a noté quelque chose de très important. Il parle, moi j'ai pris l'exemple lors de mon panel sur l'or par exemple. Nous avons de l'or, mais il est transporté en l'état brut à l'extérieur. Donc, pourtant, si il était raffiné sur place, il y aura vraiment une plus-value pour nos populations. Donc, tout ça, c'est des questions à revoir et ne pas peut-être être dans les agendas des autres. Nous devons, comme je l'ai dit, nous devons être des leaders dans tout le processus par rapport à la sécurisation, par rapport au développement. Merci. Gardez la parole. Vous venez de le dire, nous avons du potentiel à mettre en valeur aujourd'hui pour nos pays, notamment les pays du Sahel. Alors, à quoi devrait ressembler donc dans les 5 et 10 prochaines années la coopération internationale pour garantir la stabilité et le développement des pays du Sahel? Merci madame. Le ministre a très bien dit ça l'autre jour. Il va falloir que les partenaires qui veulent rester ou bien poursuivre une coopération internationale avec nos pays intègrent désormais que nous sommes attachés à notre souveraineté. Les partenaires doivent comprendre que de plus en plus, nous tenons à la prise en compte des intérêts des populations. Donc, c'est sur cette base que nous pouvons avoir une coopération internationale avec le reste du monde. Mais ça commence d'abord entre nous-mêmes. L'émiettement de l'Afrique, l'émiettement de nos pays est vraiment une source, je dirais, un handicap majeur du développement de nos pays. C'est-à-dire, les pères de l'indépendance ont tout fait pour qu'on ait une Afrique intégrée. Mais jusqu'ici, on n'a pas réussi à le faire. Mais les micronations, c'est vraiment un problème. Donc, c'est pour vous dire que la stratégie commence par nous-mêmes. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'intégration entre nous, et maintenant avec les autres, que le partenariat soit fondé sur le respect de notre souveraineté et des choix opérés par nos pays. Merci. Hamidou Boubacar, quelles recommandations feriez-vous aux responsables de la coopération internationale pour ainsi améliorer les résultats et les interventions au niveau du Sahel? Merci Madame Maïga. Une des grandes leçons qu'on a tirées de l'expérience de la mise en œuvre des programmes de stabilisation, c'est que ces partenaires viennent avec des procédures trop standards qui ne sont pas adaptées aux réalités du Sahel. Donc, la recommandation forte, c'est qu'on arrive à convaincre ces partenaires de la nécessité de tenir compte des réalités du Sahel dans la conception et la mise en œuvre à travers des procédures adaptées. Moi, je les appelle couramment des procédures flexibles. C'est la condition. Tant qu'il n'y a pas les dispositions, les conventions ne prévoient pas ces procédures, je pense qu'on va retomber dans les mêmes travers que par le passé. Il faut forcément adapter les procédures aux réalités du Sahel, des pays du Sahel. Mais comment arriver à cette adaptation-là? Parce qu'il faut adapter, mais est-ce qu'il y a un mécanisme ou un process? Le mécanisme, ça, vous me permettez d'être dans mon panel. Je me suis inspiré de l'expérience du Niger. Au Niger, nous avons pu, en tout cas à travers le programme que nous avons piloté au niveau de la haute autorité à la consolidation, nous sommes arrivés à infléchir et à demander à nos partenaires d'intégrer deux choses. À côté des procédures standards, des procédures flexibles qui nous permettent d'intervenir même pendant la phase de conflit, même pendant les zones de conflit. Deuxième chose, c'est d'intégrer une ligne, ce que nous appelons une ligne budgétaire non affectée. Là, c'est une ligne, en tout cas pour tous nos partenaires, nous avons réussi à l'imposer, mais ça a demandé du travail.
Le travail préalable, c'est qu'on a dû élaborer une vision, un programme, un plan stratégique. Donc, et on demande aux partenaires de s'aligner. C'est pourquoi tantôt je disais que pour les autorités de l'AS également, c'est la même démarche. Avoir un cadre de coopération commun avec des lignes directrices et des procédures à suivre. Comme ils nous le demandent quand nous voulons accéder à leur financement. Maintenant, c'est à nous de définir ce cadre-là. Moi, je pense que c'est possible. Nous l'avons expérimenté et on a eu les résultats. Dernière question, tour de table. La technique me fait savoir qu'il reste 5 petites questions pour clore cette émission. Je commencerai par Général Aimé Sempore. Aujourd'hui, les pays, le Mali, le Burkina et le Niger se sont mis ensemble au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Quelle coopération aujourd'hui de ces 3 pays pour une Afrique émergente au niveau du Sahel et pour toute l'Afrique? Je pense que la création déjà de la Confédération est un cadre idéal, un cadre politique, un cadre militaire, un cadre stratégique idéal pour développer des synergies fortes. Et les 3 chantiers qui ont été définis, diplomatie, développement et défense, sont en construction à l'heure actuelle. Et je pense que les 3 pays sont à pied d'œuvre pour façonner ces 3 chantiers de telle sorte que les objectifs qui ont été fixés à travers donc le traité de la Confédération et aussi la vision des chefs d'État soient atteints. Mais cela n'est possible que si réellement nous tirons leçon de nos échecs, de tout ce qui a été expérimenté jusque-là en termes de développement, aussi en termes de cadres de coopération sécuritaire qui ont existé, qui n'ont pas donné la preuve de leur efficacité jusqu'à présent. Donc déjà tirer les leçons de cela pour construire, je dirais, des cadres qui soient plus forts. Et si je prends le cadre de la sécurité, qui est mon domaine d'expertise, il est certain qu'aujourd'hui, ce que nous avons créé comme défense collective est la condition sine qua non pour vaincre les menaces émergentes de notre contexte. Et donc, je pense qu'à ce niveau, il y a un travail qui est en train d'être fait et je pense que ça devrait pouvoir inspirer tout ce qui est expérimenté pour qu'il y ait des réformes dans le système de sécurité collective régionale et internationale. Hamidou Boubacar, que faut-il aujourd'hui que l'exemple de l'AES puisse s'étendre sur le reste de l'Afrique, qu'on se mette ensemble aujourd'hui? Merci Maïga. Humblement, de façon humble, je pense que nous sommes sur le bon chemin, comme l'a dit mon général. Et l'EMP vient de nous donner le chemin, de nous définir le chemin. C'est-à-dire que moi, je pense que comment faire en sorte que d'ici dans 6-10 ans, que l'AES soit une force d'influence. Moi, en tout cas, c'est mon vœu le plus ardent et c'est possible. En travaillant sur des démarches que l'EMP vient de lancer. C'est-à-dire comment en assurant le mixage de toutes les intelligences au niveau des 3 pays. Les experts civils, les militaires, la jeunesse, les enseignants, les praticiens se mettent ensemble de temps en temps pour sortir des analyses et soumettre aux plus hautes autorités. Moi, je pense que c'est le chemin. C'est le chemin que l'EMP vient de nous montrer. C'est ça qui va, je suis convaincu, faire en sorte que dans 10 ans, l'AES va être une force d'influence. Et c'est mon vœu le plus cher. Merci. Kanisson Koulibaly, la dernière intervention sera donc pour vous. L'AES serait une force, il a dit tout à l'heure, une force aujourd'hui, un exemple aujourd'hui pour les autres États d'Afrique. Mais que faut-il aujourd'hui pour que ces rencontres comme ce séminaire qui vient de se tenir ici, les résultats ne soient pas déposés, que ça soit mieux vulgarisé? Merci beaucoup, Mme Maïga. Oui, je pense que l'AES est sur la bonne voie. Je l'ai dit tantôt, les pères de l'indépendance, beaucoup ont essayé des rassemblements, l'intégration
Et souvent, ça n'a pas prospéré. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, nos autorités ont pris conscience que isolément, c'est difficile de relever les défis communs auxquels la région est confrontée. Mais c'est ensemble qu'on peut, comme nous le faisons déjà, dans le cadre de la mutualisation de nos efforts pour la sécurisation, la mutualisation des efforts au niveau de la diplomatie. Il y a eu des exemples palpables, je dirais, aux Nations Unies en termes de complémentarité dans les actions diplomatiques au niveau des Nations Unies et ailleurs. Donc c'est ensemble que nous pouvons relever les défis. Et tout ce que nous devons faire, c'est continuer sur cette voie. C'est la meilleure des voies. Alors, M. Coulibaly, le temps imparti pour cette émission est terminé. Et c'est ensemble que nous pouvons relever les défis. Et sous ces mots que prend fin donc cette émission de débat qui s'est tenue au sein de l'école de maintien de la paix, en marge à la rencontre qui réunit les experts sur les questions sécuritaires, développement et relations internationales d'Afrique. Une rencontre initiée par l'école de maintien de la paix en partenariat avec la République fédérale d'Allemagne. Grand merci à nos invités. Hamidou Boubacar, directeur du département relèvement et stabilisation de la haute autorité à la consolidation de la paix au Niger. Général Aimé Barthélémy Semporé, directeur général du Centre national des études stratégiques du Burkina. Kanisson Coulibaly, directeur de la coopération multilatérale du Mali. Cette émission a été présentée par Mariam Maïga. À la réalisation, il y avait Mamadou Ouattara et Seydou Daou. Merci à vous tous et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois.